Bonsoir Gilles Gressani Bonsoir. et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du Grand Continent et vous présidez le groupe d'études géopolitiques. Mathéo Malik, bonsoir à vous également. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le rédacteur en chef de ce site, donc Le Grand Continent, qui s'est imposé en quelques années comme l'une des références en ligne du débat stratégique, politique et intellectuel. Le Grand Continent qui publie chez Gallimard, un an après le remarqué politique de l'interrègne, un nouveau numéro de sa revue papier. L'ouvrage s'intitule Fracture au pluriel de la guerre étendue de l'Ukraine au métavers. Vous insistez tous les deux dans votre introduction sur les effets encore inaboutis de la guerre en Ukraine. Nous sommes en face et aussi de plus en plus à l'intérieur de la guerre de Poutine en Ukraine. Pour reprendre une expression parfois galvaudée, ces 12 derniers mois, ce qui sépare l'apparition de ces deux premiers numéros, est-ce que ces 12 mois ont été le théâtre, selon vous, d'une accélération de l'histoire? Mathéo Malik? D'une accélération de l'histoire, je ne me risquerai pas à donner un diagnostic évidemment définitif là-dessus, surtout qu'on parle du temps présent et quand on dit qu'on est, en face et aussi de plus en plus à l'intérieur, c'est aussi dans le temps qu'impose cette guerre, effectivement qui nous oblige, en fait, par à-coups à se remettre dans ce rythme, effectivement d'une guerre symétrique, territoriale qui nous rappelle les pires guerres du 20e siècle. Aujourd'hui encore, on le voit avec la contre-offensive ukrainienne, on est Ouais. pris dans ce temps-là qui est le temps vraiment tactique, hein. Heu, donc effectivement, je ne sais pas s'il y a eu une accélération de l'histoire, mais en tout cas notre rapport au temps, forcément est affecté par ça et c'est une question qui nous intéresse, celle de la concomitance d'abord de plusieurs événements, de magnitude, enfin d'amplitude énorme dans plusieurs espaces, mais aussi la concomitance de plusieurs temporalités. Et je pense que dans ce qu'on a essayé de faire aussi dans ce numéro, c'est essayer un peu d'articuler tout ça. Ce temps immédiat de la guerre, sur le front, de la guerre en Ukraine, avec, le temps du dérèglement climatique, Mhm. puisque cette guerre est située, elle est terrestre et nous vivons tous sur la même planète par définition. Et le temps aussi qui lui aussi s'accélère et peut-être nous dépasse des nouvelles technologies. Et à bien des égards, cette guerre-là, qui est une guerre du passé, se déroule en même temps que sont en train de se dérouler des guerres du futur peut-être, au niveau de la course aux technologies entre la Chine et les États-Unis que discute beaucoup dans ce volume Jake Sullivan, à la fois donc l'actuel pardon, conseiller, à la sécurité de Joe Biden et un auteur comme Chris Miller, Mhm. qui écrit notamment sur les semi-conducteurs. On y reviendra tout à l'heure. Gilles Gressani? La question de l'accélération de l'histoire, en fait, je pense que pour nous, qui avons la chance, de vivre en Europe, est à mettre à côté de la question de la fin de l'histoire. Au fond, on a vécu un peu dans cette idée que, c'était fini, c'était plié, le conflit, la violence, était peut-être une chose qui existait encore sur cette terre, mais pas dans Que nos le libéralisme sociétés. avait triomphé. Oui et que même, en fait, fondamentalement, le monde était composé ou était en train de se composer de plus en plus de consommateurs, de flux et d'horizontalité, que le monde allait petit à petit converger et que finalement on allait remplacer la guerre par le commerce, la l'énergie par l'écologie, et cetera. Et là, effectivement, il y a quelque chose qui fait que, cette parenthèse, qui celle de cette idée qu'au fond on peut refaire monde, en mettant ensemble, consommateurs, flux, et horizontalité et c'est refermé. La parenthèse aussi qui est celle de la paix, se referme, on le sent, on le vit, d'une manière très, personnelle, individuelle. On s'était habitués à la paix, dites-vous, tous les 2, sans en comprendre forcément, les enjeux, comme si c'était un élément presque, ahistorique sur notre C'est ça, continent? on reprend cette idée avec une histoire, très 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 jolie d'un auteur américain qu'on aime beaucoup qui s'appelle David Foster Wallace. Qui raconte l'histoire, qui nous semblait très pertinente pour décrire notre rapport vis-à-vis de la paix, parce qu'en fait, il raconte l'histoire de 2 poissons qui nagent et qui croisent, un troisième et le troisième leur dit, «Ça va les gars, l'eau est bonne aujourd'hui?» Et les 2 poissons, au bout de quelques minutes, ils se retournent l'un vers l'autre et ils disent: «Mais c'est quoi l'eau?» Mmh. Et au fond, pour nous, la paix, c'est un peu la même chose. On était nés dans la paix, c'est une chose qui était un peu évidente et avec Poutine, au fond, on se retrouve dans une situation dans laquelle l'étal du poissonnier est là et son couteau aussi et donc au fond, la question de l'eau et de ces choses qui allaient de soi et se repose d'une manière beaucoup plus brutale parce que C'est un choc pour nous, Européens? c'est un choc qui change, nos représentations. Là où il y avait des consommateurs, aujourd'hui, il y a des citoyens armés. Là où il y avait des flux, il y a des stocks à remplir en vue de pénurie radicale et nos sociétés fatiguées ne peuvent pas assumer le choc de ne pas avoir d'énergie, de ne plus avoir assez de marchandises, assez
de produits, ne plus avoir assez de biens. Et enfin, le monde qui était de plus en plus horizontal est un monde de plus en plus fragmenté. C'est un monde cassé. Alors, au regard de l'affrontement de la Russie avec l'Occident et du choc des ambitions entre Washington et Pékin, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle guerre froide, Matteo Malik? Et si oui, qu'est-ce qui la distinguerait de ce que nous avons vécu dans la deuxième partie du XXe siècle? Alors, nouvelle guerre froide, c'est une expression qui est employée effectivement à Washington depuis quelques années maintenant pour essayer de définir ce moment de rivalité intense des États-Unis avec la Chine et qui va en s'intensifiant malheureusement. Enfin, on constate tous les jours qu'il y a comme une montée quand même dans un peu tous azimuts de cette rivalité. Nous, dans le volume, on a fait intervenir quelqu'un qui s'appelle Carlo Galli, Mmh. qui est un philosophe italien et qui, lui, parle de manière très intéressante de deuxième guerre froide. Ce qu'on a trouvé, et je dis bien deuxième guerre froide et pas nouvelle guerre froide pour la distinguer. Avec un Heu, centre incandescent et sanglant. qui est évidemment le territoire de le Donbass et une partie de l'Ukraine aujourd'hui. Parce que la principale différence, entre la guerre froide, telle qu'on l'a connue et cette deuxième guerre froide, c'est que là, en fait, il y a concomitamment cette rivalité entre la Chine et les États-Unis qui structure le monde. Ça c'est assez évident. Et dans le même temps, il y a, cette guerre, voilà, territorialisée sur le sol ukrainien et qui est une guerre avec les moyens du passé. Et en ce sens-là, la période que nous vivons est déjà beaucoup plus difficile à analyser. Ce qu'explique très bien dans cet article, Carlo Galli, c'est que, la guerre d'Ukraine évidemment à certains égards est mondialisée, mais il explique aussi qu'elle ne l'est pas forcément pour tout le monde, qu'elle ne l'est pas forcément de la même façon et que de toutes les façons, aussi bien armés et bien renseignés que soient les Ukrainiens, elle nous met aux prises avec la réalité de ce que c'est qu'une guerre. C'est-à-dire, ce sont d'abord des combattants, des gens qui meurent au combat et donc il y a ce côté, il y a cette espèce de chose un peu vertigineuse et qu'on a essayé de creuser dans ce numéro qui Alors est qu'on parlait dans les années 90-2000 exactement, de la guerre zéro mort. la guerre zéro mort, les dividendes de la paix, toutes ces la guerre avait été un peu, en Occident, hein, enfin en Europe surtout, un peu voilà mise sous pape, un peu dessus et finalement on la retrouve sur notre continent, aujourd'hui et effectivement, ça réinterroge les Européens sur, tout simplement ce que ça veut dire que de vivre sur ce continent. C'est aussi une dimension qu'on intègre, au-delà effectivement de la question de comment qualifier cette ère historique que nous traversons, c'est, comment, continuer à faire l'Europe. Pourquoi faire l'Europe? Pourquoi être pour qu'est-ce que ça signifie que de vivre sur ce continent? Et il y a 2 on a mis en regard, 2 contributions, pour dire un petit peu aussi les questionnements que peuvent charrier cette période. La première, c'est une contribution de Laurence Boone, qui est l'actuel secrétaire Mmh. d'État, chargé des affaires européennes et en regard avec une contribution de Yolanda Díaz, qui est la ministre espagnole du Travail et vice-présidente du gouvernement actuellement et qui est une communiste, qui est candidate pour la gauche contre Sanchez aux élections là du mois de juillet On va y revenir dans et quelques instants voilà d'ailleurs. et c'est pour dire au fond disons le degré d'intensité des questionnements qui se posent aujourd'hui aux Européens. Gilles Cassani sur la réalité de cette deuxième guerre froide donc. Évidemment, c'est Est-ce qu'on a pas. est-ce qu'on a raison de réutiliser, un concept qui peut-être ne s'adapte pas à la nouvelle réalité qui pourrait, parfaitement nous surprendre? Mais c'est pas un scoop, je suis assez d'accord avec Matteo, et je prolongerai au fond ce qu'il est en train de dire sur un point en particulier. Parce que, avoir raison ou pas, c'est pas trop le problème malheureusement, parce que c'est devenu une représentation. Aux États-Unis, désormais, au plus haut niveau de l'État, on constitue les politiques publiques, la géopolitique à partir de cette représentation. Il y a aujourd'hui un risque réel pour l'hégémonie américaine et ce risque réel est aujourd'hui présenté à très large partie par la Chine. Et donc, il y a effectivement une sélection d'une rivalité qui se structure et qui devient structurante depuis Washington. Et on voit aussi quelque part que cette rivalité, en partie, convient aussi à Pékin. Donc, effectivement, il y a une convergence dans l'inimitié. Ce qui ouvre effectivement la question de quelle doit être notre place dans cette nouvelle rivalité, pour une raison principale et fondamentale, c'est que euh, la première guerre froide, au fond, elle concernait la Russie et les États-Unis, et elle avait un des points, un des épicentres, peut-être même le centre de gravité qui passait, qui traversait l'Europe. Et c'était
vraiment une guerre froide, certes, mais très intense, qui structurait nos sociétés, nos systèmes politiques, et qui faisait que l'Union européenne et l'Europe, en tant qu'espace géographique, au fond, étaient en grande partie déterminés l'Union européenne, dans ce long processus d'intégration, a été vraiment toujours travaillée par cette rivalité géopolitique. Or, la deuxième guerre froide, et c'est pour ça que c'est intéressant, je suis tout à fait d'accord avec le pari de Galli de la qualifier, non pas de nouvelle, mais de deuxième, c'est qu'elle nous permet de montrer qu'en réalité, il y a une différence fondamentale. C'est que l'épicentre, le centre de gravité aujourd'hui de cette nouvelle rivalité n'est plus l'Europe, mais c'est l'Indo-Pacifique. Et c'est là que, au fond, quand on regarde la carte du monde, on se retrouve dans une position qui est très étonnante, parce qu'on a toujours l'impression, en étant en Europe, qu'on connaît le centre du monde. Là, on se retrouve provincialisé. On se retrouve mis aux marges d'une rivalité structurante et fondamentale. Et ça, évidemment, c'est important, parce que c'est l'effectivité des choses telles qu'elles sont en train de se déployer, et c'est essentiel qu'on la prenne en compte pour essayer de penser peut-être une nouvelle manière d'alliance et d'intégration avec le reste du monde qui peut-être n'a pas un intérêt aussi profond à avoir cette rivalité structurée, l'intégralité des espaces politiques et géopolitiques. Alors cette guerre ne semble pas pour le moment faire naître quelque chose qui ressemblerait à un nouvel ordre mondial. Joe Biden s'est dit récemment ouvert un élargissement du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce nouveau temps de trouble appelle-t-il selon vous nécessairement à la refonte des institutions internationales qui sont nées de l'ordre post-Seconde Guerre mondiale? Alors, Matteo Malik. plusieurs choses. D'abord, je pense que, mais ça date pas forcément du conflit, mais je pense qu'il y a il y a, alors il y a deux, je pense qu'il y a deux choses. Il y a deux types d'institutions, si vous voulez. Il y a celles que je dirais qui sont nées directement après 45, et effectivement, là, on pense au Conseil de sécurité, euh, qui, oui, bien sûr, va devoir. Enfin, c'est très difficile à imaginer, mais on voit assez bien l'obsolescence quand vous avez un membre du Conseil de sécurité qui commet, disons, qui accumule en si peu de temps autant de violations évidentes et manifestes de la Charte des Nations Unies. Bon, effectivement, vous êtes dans une situation assez difficile. Il y a d'ailleurs Ce conseil ne sert plus à rien dans les faits. en tout cas pour la guerre dont on parle entre l'Ukraine et la Russie, non, il n'a pas d'utilité. Il sert par ailleurs pour d'autres choses. Il a encore une vie, il a encore une vie institutionnelle déjà, ce qui est quand même très important. Mais de toutes les façons, dans nos colonnes, dans nos pages, assez récemment, le grand professeur de droit international Alain Pellet appelait à une adaptation du Conseil de sécurité. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quelque chose, ce sera un chantier qui mettra beaucoup de temps et qui implique tellement d'acteurs et surtout de toucher à tellement de lignes rouges. Ce Conseil de sécurité est déjà en soi quelque chose d'assez fragile. Notamment peut-être pour la France. Voilà, donc parce qu'il naît d'une réalité historique, il naît d'un choc historique. Donc le problème, si vous voulez, quand on se projette sur comment modifier des institutions comme celle-ci, c'est en dehors d'un choc historique terrible du type Seconde Guerre mondiale, on a du mal à voir comment réformer à ce point-là. Donc le terme d'adaptation qui est assez prudent de la part d'Alain Pellet, j'y souscris. Et puis après, il y a un autre type effectivement d'enceinte multilatérale où se jouent les relations entre puissances, qui sont là plutôt issues, on va dire, des accords du GATT, hein. On pense à l'OMC. L'OMC aujourd'hui, enfin fondamentalement, est dans un état un peu pas paraphraser, ou reprendre l'expression de mort cérébrale, et l'appliquer à l'OMC, Utilisé par Emmanuel Macron à propos à de propos l'OTAN de avant la l'OTAN. guerre. Mais l'OMC, on voit bien, est dans une situation d'impasse, clairement d'impasse. Et effectivement, là aussi, il est en train de se dessiner, oui, un monde, en tout cas, je ne sais pas si post-OMC, mais en tout cas complètement parallèle aux règles de l'OMC. On est tellement dans le dérogatoire à ce stade que c'est très difficile. Donc, oui, je pense qu'on est en train d'aller vers quelque chose. C'était le constat qu'on faisait en parlant d'interrègne, hein, qu'on avait du mal à se voir se dessiner ce nouvel ordre, mais il est clair que les structures telles qu'on les avait pensées dans ce monde aplani des années 90, ou en tout cas qu'on croyait telles, ne peuvent plus durer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut presque regretter, Gilles Grassani, la simplicité d'un ordre dual Ouest-Est, qui était beaucoup plus simple à lire, en tout cas pour le grand public? Oui, c'est en fait, je pense que si on doit écrire des dissertations, c'est plus simple. En fait, en réalité, ça n'a jamais été aussi structuré, aussi structurant. Et encore une fois,
la phase dans laquelle nous sommes est paradoxale parce qu'en fait, la seule manière pour être vraiment réaliste, en fait, c'est d'être réellement postcoloniaux. En fait, il faut vraiment intégrer aujourd'hui ces dimensions d'un monde dont le centre n'est plus ici. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le première vague de choc qu'on a eu en voyant qu'une bonne partie du monde ne condamnait pas l'invasion de la Russie poutinienne de l'Ukraine, c'était vraiment un bonne partie provoquée par le fait et l'appuyait pas non plus. Donc il était dans une position de neutralité. C'était un choc qui en fait visait le fait qu'on pense toujours que ce qui se passe en Europe doit concerner d'une façon définitive le reste du monde, alors que pour une bonne partie de l'humanité, en réalité, une guerre qui a lieu dans les frontières, dans ce lieu d'interstice complexe, Gali d'ailleurs rappelle que l'Ukraine signifie terre de frontière entre l'espace européen et l'espace russe, eh bien, ne concerne pas une bonne partie du reste de l'humanité. Donc, premier point essentiel, revenons à, comprenons que nous sommes aujourd'hui provincialisés et que c'est la seule manière pour être aujourd'hui C'est dur à admettre réaliste. pour les Européens. C'est très dur à admettre et en fait, on va sans doute devoir prendre quelques claques encore avant de se rendre compte. Mais moi, j'observe, et même dans nos pages, on l'observe, une évolution très forte et très rapide de cela. En fait, on est passé au fond du fait d'un étonnement un peu ébahi en disant mais pourquoi vous ne condamnez pas, pourquoi vous ne soutenez pas l'effort de Zelensky, à Ça démarre par une forme d'incompréhension. de très forte incompréhension. Et petit à petit, aujourd'hui, les choses sont en train de changer et c'est aussi une manière pour essayer de résoudre un certain nombre d'asymétries. Il y a par contre un risque qui est très présent aujourd'hui en Europe, c'est qu'effectivement, on est tellement concentré, et c'est juste et c'est important qu'on le soit par ce qui se passe en Ukraine, qu'on perd de vue, et donc au fond, on est très concentré par cet axe ouest-est, qu'on perd de vue l'axe nord-sud. Et ça, ce serait évidemment pour nous une erreur stratégique faramineuse d'imaginer qu'au fond, on pourrait organiser le continent simplement d'une manière horizontale, comme si au fond la Méditerranée, les deux rives de la Méditerranée ne nous concernaient pas, c'est comme si l'Afrique ne nous concernait pas, c'est comme si la relation atlantique n'était pas aussi en relation avec l'Amérique du Sud. Eh bien, ce serait sans doute une impasse qui viendrait d'une mauvaise compréhension de ce que ça signifie effectivement cette provincialisation et qu'on soit sorti aujourd'hui du réacteur, du cœur qui va refaçonner et qui refaçonne l'organisation du monde. Ou en tout cas, qui implique effectivement qu'on ait de plus en plus d'acteurs nouveaux, parfois même pas très, voilà, pas très présentables. On peut penser à l'Inde de Modi, on peut Mmh. penser à d'autres puissances de ce type-là, mais avec qui il faut faire les comptes parce que c'est aujourd'hui des États puissants qui ont des ambitions hégémoniques régionales, certes, parfois même plus, et avec qui il faut évidemment faire la politique. Toujours, sur l'Europe, dans son texte, Yolanda Díaz, que vous avez cité tout à l'heure, s'inquiète, de la convergence du néolibéralisme aux conséquences sociales désastreuses et du néo-illibéralisme, dont la Hongrie, la Pologne et ou plus récemment l'Italie sont, déjà les premiers épicentres avec plus ou moins d'intensité. Diriez-vous que l'un nourrit l'autre, que la grogne sociale alimentée par des coupes budgétaires drastiques, et le rabougrissement de l'action de l'État nourrit finalement la demande d'un État fort, très centralisé et du même coup souvent, autoritaire? Matteo Malik? Alors, d'abord, je dirais pas qu'il y a pas forcément de formule, enfin, voilà, aussi simple. Je pense que ce que pointe, Yolanda Díaz dans son texte, c'est effectivement une certaine convergence qu'on a pu observer, par exemple dans la Hongrie de Orban. En fait, c'est vraiment très, très clair, hein, enfin où disons l'appareil d'État, est mis au service, d'une petite oligarchie. Donc je pense que la convergence, en fait, qu'elle souligne, c'est sur ça. Sur la question de savoir, ensuite sur la partie italienne, je laisserai évidemment Gilles, répondre. Sur la question de savoir si, hem, effectivement cette demande de plus d'État, trouve son origine dans le mécontentement. En fait, je pense que ça dépend des cas. Mmh. Enfin, si vous voulez, en Europe, je suis pas certain en fait que ce soit complètement le cas. Je pense que ce qui est vrai et ce qu'elle pointe, c'est que le mécontentement est là et que le mécontentement prend des formes aujourd'hui qui sont extrêmement différentes, extrêmement complexes à saisir, et qu'on n'a peut-être pas encore en fait tous les outils, pour bien appréhender ces transformations qu'on est en train de vivre. Sur ça, je renvoie à un autre texte du Numéro, qui est celui de Giovanni Orsina, qui en fait essaye de penser, c'est un texte très riche, donc je ne pourrais pas le résumer en quelques minutes, mais qui essaye de penser au fond, heu,
l'ère de l'après-populisme, si vous voulez. Dans quel type de politique on est aujourd'hui après le populisme? Hem Et il a une distinction que je trouve assez opératoire ou en tout cas qui donne à réfléchir. Il oppose, une politique du oui-dire à la politique du toucher du doigt. Le oui-dire, c'est, le fait de faire confiance aux faits, de regarder, une proposition de politique publique pour ce qu'elle est objectivement, avec des graphiques, Ouais. des chiffres et cetera. Et le toucher du doigt, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit, sur nos écrans, à la télévision ou bien, dans la rue. Et l'exemple qu'il prend et qui interpelle quand on songe effectivement au complotisme ou à toute la vague des antivax et cetera, c'est, une campagne de vaccination. Bah, la campagne de vaccination, du oui-dire, c'est l'efficacité d'un vaccin et la campagne de vaccination du toucher du doigt, c'est, des restrictions, c'est voilà. Donc il a cette, hem, cette formule et cette image qu'il emprunte à l'immense écrivain italien Stefano D'Arrigo, le oui-dire contre le toucher du doigt, qui je trouve est une voie d'accès pour essayer de comprendre ce qu'on traverse. Mais encore une fois, c'est une question qui est très difficile de résumer à peu de choses. Sa proposition est intéressante, mais c'est qu'un début. Gilles Grassani sur l'Italie donc. Et d'ailleurs, j'en profiterai parce que ce mardi, on organise à la Sorbonne un débat dans lequel il y aura Édouard Philippe et Orsina, Klaus Welle et d'autres personnalités et qui débattront évidemment de cette question de la recomposition de l'espace de droite qui est au cœur aujourd'hui de ce qui se passe en Italie. Comme souvent, c'est un peu le laboratoire politique de la modernité, du contemporain et occidental, tout au moins. Et on voit effectivement, au fond, je pense que la question, c'est moins une demande d'État qu'une demande de protection, stabilité et contrôle. Au fond, on a vécu une vingtaine d'années et qui ont évidemment sont accélérées avec la crise économique, qui sont des 20 dernières années, des années dans lesquelles on voit dans nos sociétés occidentales une forme de mécontentement qui est exprimée dans des formes très différentes. Parfois, on l'a vu en France avec les Gilets jaunes, parfois d'une manière encore plus gazeuse, parfois avec des mouvements qu'on a qualifiés de populistes, et qui montrent en réalité qu'il y a un phénomène qui est assez évident, c'est que nos sociétés sont sorties de la croissance, ou en tout cas les classes moyennes sont en train de devenir de moins en moins moyennes et de plus en plus inférieures, et que du coup il y a une forme de société qui est à la fois de la dette et qui est donc à la fois endettée, à la fois de plus en plus enragée, qui a de plus en plus du mal à se projeter dans un futur dans lequel elle puisse penser que ça ira mieux, qu'on en gagnera plus, qu'on aura quelque chose de plus. Donc on est vraiment dans une crise, d'un modèle profonde, heu et évidemment la pandémie a joué un rôle très fort là-dessus, évidemment la crise climatique en joue un autre, évidemment la crise en Ukraine en joue un autre encore, dans lequel, au fond, on voit qu'il y a une expression, assez large, heu, de forces qui soient capables de proposer des formes de stabilité. Et c'est là que je crois que, c'est comme ça qu'il faut comprendre, je crois, l'expérience du gouvernement de Meloni. C'est que c'est évidemment un mouvement, post-fasciste au sens, littéral, ça vient de là, qui s'institutionnalise. Donc c'est une institutionnalisation de l'extrême droite, heu, par le biais, d'un réalignement sur des positions fondamentales. Donc c'est ces deux points, c'est le soutien à la guerre en Ukraine. Mélanie, contrairement à Le Pen et contrairement à une bonne partie, de l'extrême droite européenne, a décidé de franchir le Rubicon et de considérer que Poutine était son ennemi. On se souvient que Poutine a souvent été, disons l'impresario, le financeur aussi, d'une bonne partie de l'extrême droite des dernières années. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est plutôt atlantiste? Voilà, du coup, effectivement, un alignement total vis-à-vis de l'axe atlantique et au fond aussi, un positionnement qui ressemble beaucoup à celui des pays baltes. C'est vraiment un soutien très fort, rhétorique, mais aussi factuel à l'effort de guerre, ukrainien. Donc ça, c'est le premier point d'alignement fondamental et le deuxième, c'est, une forme de convergence assez forte avec l'expérience du gouvernement Draghi et surtout avec, l'euro et les règles budgétaires, européennes. Et au fond, en s'alignant sur ces 2 points-là, elle arrive à stabiliser, la relation de ce gouvernement vis-à-vis de 3 groupes qui sont absolument essentiels aujourd'hui pour pouvoir gouverner. La technocratie d'État, qui d'ailleurs, a de plus en plus de poids dans son gouvernement, le ministre de l'Intérieur étant un ancien préfet. Le capitalisme, ce qu'on appelle les marchés, qui a besoin d'être conforté et ça peut être aussi d'ailleurs les petits entrepreneurs qui ont besoin de se dire: «Effectivement, ce gouvernement ne va pas
même pas avoir l'idée de sortir de l'euro, de sortir du chapeau des règles bizarres. Mmh. Et enfin, le corps diplomatico-militaire de l'OTAN avec l'Ukraine. Et un échange de cet alignement, de cette promesse de stabilité, en fait, elle obtient aussi des marges de manœuvre pour faire des politiques identitaires, des guerres culturelles sur la nourriture, sur l'identité italienne, sur je ne sais pas quoi d'autre, qui sont paradoxalement une manière, sont envisagées paradoxalement comme une manière pour stabiliser, encore une fois. En fait, en gros, c'est pas une révolutionnaire, Mmh. c'est vraiment une promesse de stabilité. Donc, c'est toute la difficulté de sa formule. Très Et conservatrice. conservatrice, mais voilà, avec, c'est pas un parti conservateur classique, vous voyez? C'est pas du tout, le parti populaire classique, qui était représenté par une figure comme celle de Berlusconi, ni, les Républicains en France. C'est vraiment une forme, c'est en gros, c'est le RN qui, en 2017 n'aurait pas dit: «Je sors de l'euro» et en 2022 n'aurait pas dit, «Je soutiens Poutine». Donc c'est une formule qui change en partie, mais pas totalement, et qui, on le voit bien, est diablement efficace aujourd'hui pour essayer de devenir majoritaire au niveau continental. L'un des contributeurs du livre Fracture de la guerre étendue, Benjamin Tallis, décrit ce qu'il perçoit comme l'émergence d'une nouvelle école des relations internationales née de la guerre en Ukraine, le néo-idéalisme, courant qui serait notamment porté et incarné par Ursula von der Leyen. Qu'est-ce qui caractérise cette école de pensée? En quoi on peut la distinguer notamment du néoconservatisme dont on a beaucoup parlé dans les années 90 et 2000? Matteo Malik. Donc ce qui intéresse effectivement Benjamin Tallis et ce qui nous intéresse aussi, c'est pour ça qu'on lui a demandé d'intervenir dans ce numéro avec cette idée de néo-idéalisme, au fond, c'est que, il arrive à capter quelque chose, qu'on avait senti depuis le début de la guerre en Ukraine, et qui correspond, à l'émergence aussi de nouvelles figures, de nouveaux leaders au niveau européen. On pense à Kaja Kallas, l'Estonienne, à Sarah Marin en Finlande, évidemment à Zelensky, mais aussi au rôle de plus en plus affirmé et militant qu'a endossé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Et au fond, donc ce qu'appelle Benjamin Tallis, le néo-idéalisme, c'est, ce qu'il appelle en fait une poursuite des intérêts géopolitiques, à des fins, morales. Pour lui, les néo-idéalistes sont ceux évidemment qui soutiennent, dans une vision des choses assez maximaliste, l'Ukraine menée par Zelensky, mais qui soutiennent aussi d'autres causes démocratiques à travers le monde et cetera. Donc c'est comme ça que lui, en tout cas, le distingue du néoconservatisme. Une autre chose qui est intéressante dans le développement d'un tel concept, c'est qu'il non seulement donc il met le doigt sur cela, et il met aussi le doigt sur quelque chose qu'on observe depuis le début de cette guerre, c'est l'émergence aussi d'une pensée ou d'une école effectivement au niveau, européen, qui viennent d'ailleurs que de France ou d'Allemagne ou d'Italie ou d'Espagne d'ailleurs, qui vient vraiment majoritairement effectivement des pays de l'ex-bloc, communiste. On Donc la pourrait nouvelle Europe opposée au on parle souvent la vieille de Europe dont parlait Rumsfeld. on parle assez souvent on utilise assez souvent cette expression de déplacement du centre de gravité vers l'est. Bon, je pense que, dans la tentative de Thalys, il y a quelque chose un essai de qualification qui est plus précis que de dire simplement déplacement du centre de gravité et qui est de dire, non, non, là, il y a effectivement, un courant qui a une doctrine qui est organisée, Je voudrais d'ailleurs et le qui citer, alors que les néoconservateurs cherchaient à imposer la démocratie par la force, les néo-idéalistes cherchent plus à la défendre là où elle est menacée. Est-ce que ça les préserve d'erreurs stratégiques au nom, de cette belle idée a priori? alors d'erreurs stratégiques, là encore, ça peut être discuté. On avait un débat, récemment à l'École normale supérieure avec Raphaël Glucksmann, Mmh. sur cet article précisément, et Et qui lui Benjamin Haddad, et Benjamin Haddad qui lui, Député là encore Renaissance et spécialiste des questions internationales. exactement et Raphaël Glucksmann disait de manière intéressante qu'au fond, lui, il partageait beaucoup des constats de ce que Thalys appelait, néo-idéalisme et que lui préférait se réapproprier le terme de réalisme. Et fondamentalement, on voit aussi un peu là toute enfin, au fond, ça questionne quelque chose qui est fondamental dans les relations internationales et on pourrait même dire dans la théorie des relations internationales, c'est qu'est-ce qu'on met derrière idéalisme et derrière réalisme, au fond? Et comment est-ce qu'on, enfin, qu'est-ce qu'on met derrière intérêt stratégique? Heu, c'est très difficile de considérer comme ça dans le vide ces concepts-là, ils sont toujours historiquement situés et bon, le la guerre en Ukraine nous rappelle ça, mais je pense que c'est d'autant plus intéressant si on veut prolonger la réflexion de se dire que, l'idéalisme naît dans ce moment historique, de l'attaque, de la guerre d'agression de Poutine contre l'Ukraine. Que l'irruption de la jungle dans le jardin pour, citer,
Jean-Marie Guénaud, dans un passionnant article qui ouvre le livre après votre introduction. Gilles Grassani? Encore une fois, moi, je pense qu'il faut comprendre notre livre. Voilà, nous, on publie beaucoup en ligne. Le Continent est une revue qui publie chaque jour plusieurs articles, des analyses à chaud, etc. Donc là, on a voulu faire un exercice un peu différent. On a voulu prendre un petit peu de recul. Le temps du livre nous permet de faire ça. Nous sommes souvent dans le temps du tweet, dans le temps où tout va très vite, un tweet chasse l'autre. Là, on a voulu faire quelque chose qui soit un document qui permette de prendre du recul, de regarder les grandes transformations qui sont passées depuis l'invasion de l'Ukraine et essayer de trouver des mots, des concepts, des lignes d'analyse qui puissent tenir le cours du temps. Mmh. Le mot néo-idéalisme est né bien avant le volume papier, mais on a voulu un peu concrétiser comme ça dans ce texte, dans ce volume, sa doctrine. Et en même temps, c'est un livre aussi, et c'est celles et ceux qui ont le bonheur de pouvoir s'en procurer un exemplaire le découvriront, dans lequel, au fond, on a essayé aussi de faire jouer assez systématiquement des oppositions. En fait, nous ne sommes pas une revue néo-idéaliste. Nous sommes une revue qui essaye d'opposer à l'idée qui est née de notre atelier de néo-idéalisme, une autre idée qui est celle de néo-alignement. Et c'est effectivement pour ça que dans le sommaire du livre, le texte de Benjamin Tallis suit celui de Apratim Saez sur ce phénomène très complexe, mais qui est vraiment factuel aussi, de nouvel alignement qui en fait est défini par le fait de ne pas prendre de position claire ni pour Zelensky ni pour Poutine. Et c'est là que notre ambition essaye de s'exprimer, c'est qu'en fait on essaye plutôt que d'être une revue structurée, d'être quelque part sur l'échiquier politique avec un petit groupe de personnes. Ce qu'on essaye de faire, c'est je pense aussi quelque chose qui est assez utile pour s'orienter dans les transformations de notre temps, c'est d'être une revue structurante. D'essayer de montrer comment les pièces se déplacent sur cet échiquier qui change tout le temps de règles et de formes. Alors l'autre échelle à partir de laquelle il importe d'analyser, selon vous, cette guerre au cœur de l'Europe ou aux marges de l'Europe, c'est celle de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Il y a quelques années, le théoricien des relations internationales, Graham Allison, qui est cité dans le livre «S'inquiéter de voir les États-Unis et la Chine créer les conditions de la formation d'un nouveau piège de Thucydide». Diriez-vous, Matteo Malik et Gilles Gressani, que par leur comportement, Donald Trump puis Joe Biden d'une part et Xi Jinping de l'autre, contribuent à faire de la guerre entre une puissance descendante et une puissance ascendante, pour reprendre la terminologie d'Allison, pour faire la guerre un événement de plus en plus probable, peut-être autour de la situation à Taïwan. Matteo Malik. Oui, enfin, disons, le risque est de plus en plus élevé. Ça, c'est vraiment assez clair et les observateurs le disent. La question qui se pose, c'est celle évidemment de la temporalité, c'est celle de la nature aussi, que prendra finalement et si épreuve de force il y a, de quel type elle sera. Peut-être un blocus de Taïwan plutôt qu'une invasion. Fondamentalement, la question, je pense, qui nous intéresse, nous, en Europe, sur ça, là, on revient effectivement aux réflexions du début sur le fait que, oui, bah, effectivement, le centre de gravité de cette rivalité, c'est plus Berlin, c'est plutôt Taipei, Ouais. par rapport à par rapport à la guerre froide. Et c'est aussi le fait que, ben, il se trouve que non seulement, enfin, dans cette nouvelle configuration, il y a cette guerre sur le territoire ukrainien et ce comportement de la Russie de Poutine qui menace l'Europe. Et donc, que faire quand, en tant qu'Européens, on sait que les États-Unis se préparent à être mobilisés, certains évoquent la date de 2027, Mmh. mais sur effectivement peut-être une action chinoise vers Taïwan. Et envoie un Quand on sait- message à travers cette guerre à Pékin. oui, quand on sait qu'il y a aussi des élections américaines en 2024, ça rend les choses pour les Européens assez compliquées et assez difficiles à lire. Et je pense que là où il y a un alignement des Européens sur l'Ukraine, la question sur Taïwan est quand même beaucoup plus difficile à aborder. Donc il y a un questionnement là qui doit être mené à l'échelle continentale. D'ailleurs, on a vu hier l'Allemagne publier sa fameuse stratégie de Ouais. sécurité qui était très attendue et qui, sur la question de la Chine, reprend mot pour mot disons la doctrine de l'Union européenne. Enfin, vraiment au mot près. Scholz a annoncé qu'une doctrine chinoise de l'Allemagne serait prête quand elle le serait. Certains observateurs parlent du début du mois de juillet.
voilà, on est quand même dans beaucoup d'incertitudes et on voit que en fait, là, vous touchez du doigt vraiment le point central pour la politique étrangère de l'Union européenne. C'est comment se positionner par rapport à ça. Gilles Glassani, avant de nous quitter, je voudrais citer un autre article, on est sur le même thème, hein. Il est signé de l'un des meilleurs spécialistes de la rivalité technologique entre Washington et Pékin, Chris Miller. Il est l'auteur d'un ouvrage sur la guerre des semi-conducteurs qui a été récompensé l'an dernier par le Financial Times, qui sera peut-être bientôt, on l'espère, traduit en français. En quoi la question technologique, les semi-conducteurs, donc l'intelligence artificielle ou encore le métaverse, contribue, selon vous, à redessiner le paysage géopolitique international? C'est là le cœur de ce qu'on essaie de proposer avec le concept de guerre étendue. En fait, guerre étendue, sous-titre de l'Ukraine en métavers, c'est vraiment pour essayer d'indiquer qu'aujourd'hui, nous sommes face à une rivalité géopolitique classique, avec une action même qui peut paraître par un côté 19e siècle de la Russie en Ukraine. On est sur un front, on a des mouvements de troupes, il y a des tranchées. On est vraiment dans le tactique, dans la guerre telle qu'on l'a connue avant. Et on a l'impression que cette chose-là nous fait très peur parce que c'est une espèce de retour du refoulement. Mais en même temps, on a aussi, et de plus en plus, un autre phénomène qui est en train d'avoir de plus en plus d'intensité, qui est celui d'une arsenalisation de tous les domaines qui paraissaient des domaines plutôt de convergence. La science, le progrès, la technique, la technologie, eh bien, étaient des choses qui paraissaient, au fond, la recette pour que l'humanité puisse être finalement une planétaire, et de plus en plus sont utilisés comme des instruments de rivalité et donc, en tant que tel, il doit être protégé, développé par des puissances qui doivent essayer de concevoir que le front, leur propre front, en fait, c'est la technologie. Et c'est là que il y a dans la question de Taïwan quelque chose qui est vertigineux. Et Chris Miller, qui est l'analyste dont vous parlez, est particulièrement pertinent pour ça. Parce qu'en fait, on a l'impression, quand on dit métavers, quand on dit technologie, que tout ça se passe quelque part dans le cloud, dans les nuages. Au fond, on est dans l'échange de données, tout est très immatériel. Et c'est souvent très ludique, pense-t-on, seulement très ludique. Très ludique, et en plus, avec une dimension qui est que au fond, la matérialité infrastructurelle, un peu embêtante aussi, parce que souvent, enfin, voilà, les pipelines, toutes ces choses un peu comme ça, a été une fois pour toutes résolue. En réalité, ce que montre Chris Miller, de façon assez vertigineuse, c'est que aujourd'hui, pour comprendre la rivalité géopolitique entre la Chine et les États-Unis, il faut regarder un objet qui est absolument millimétrique. Ce sont les fameux semi-conducteurs. Mm. Ce qui fait que lui, c'est un grand spécialiste de chips war, et c'est la guerre des semi-conducteurs. Pourquoi Taïwan, c'est le point clé? C'est parce qu'effectivement, c'est à Taïwan qu'il y a aujourd'hui la plus grande partie de la production de semi-conducteurs, que la Chine elle-même est obligée d'importer. Et en fait, Au sein de l'entreprise TSMC qui est capable de produire ces nano absolument, semi-conducteurs. et à laquelle on a consacré toute une série d'ailleurs dans nos pages dirigées par Luc Ducateux et Arizou, Capitalisme politique en guerre, où on travaille vraiment sur cette question-là qui est Oui. vraiment vertigineuse. Et au fond, c'est quoi la chose qui est très étonnante? C'est que un système comme le chinois, aujourd'hui, a besoin d'importer plus de semi-conducteurs que de pétrole. C'est-à-dire qu'au fond, sa vraie ligne de faille, sa vraie faiblesse aujourd'hui, vient de ce qui lui permet même, en fait, son développement industriel. Et donc, c'est là qu'on se retrouve face à une extension de la guerre qui est territoriale, disciplinaire, et c'est Taïwan, sans doute, un des centres de cette nouvel affrontement, c'est un des foyers de cette nouvelle guerre étendue, Et c'est une faille qu'ont perçu les stratèges américains et, depuis au moins l'administration Trump. et que Taïwan aussi a très clair, et ça inquiète aussi une bonne partie à cause de ça. Merci beaucoup Matteo Malik, Gilles Grassani d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de ce nouveau numéro de votre revue absolument passionnant, Fracture de la guerre étendue de l'Ukraine au métavers. C'est publié chez Gallimard dans la collection dirigée par Gilles Kepel, Esprit du monde. On peut retrouver de nouvelles analyses tous les jours sur votre site qui est génial. Je le dis une nouvelle fois à nos auditeurs, Le Grand Continent. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci. À vous.